Bien, nous sommes de retour sur le plateau. Là, il y a 3 personnes. On voit ça à l'écran, c'est pas mal. 3 personnes. Après le groupe, dis donc, le groupe, et puis avec Kenji, ça a déménagé un peu le plateau. Là, on va redevenir, chose à dire, très sérieux, n'est-ce pas, Sandrine, qui est à mes côtés pour torturer un petit peu notre star de la journée. J'ai nommé Monsieur Olivier Baris. Alors, tiens, je sais que Sandrine, tu as des questions à lui poser. J'en profite, tu as le micro, vas-y. Que veux-tu entendre? Oui, forcément qu'on a des questions à lui poser parce que en tant que chercheur, vous travaillez sur des maladies, forcément. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les maladies sur lesquelles vous travaillez actuellement? Oui, tout à fait. Donc, comme je le rappelle, on est un laboratoire qui travaille sur mitochondries, qui sont la centrale énergétique des cellules. Et ces mitochondries, elles ont une particularité forte, c'est qu'elles ont leur propre ADN. En plus de nos chromosomes, on a de l'ADN dans les mitochondries qui est transmis par les mamans. Mais cet ADN, qui dit ADN, dit potentiellement des mutations, et qui dit mutation, dit potentiellement des maladies. Donc en fait, on travaille sur les maladies à la fois dites mitochondriales, basées sur des mutations de cet ADN des mitochondries, et puis d'autres pathologies plus larges. Hein. Donc en fait, on a des maladies typiques mitochondriales comme le syndrome de Legg. Hein. Il y a 2 ou 3 ans, des personnes mises en avant au Téléthon avaient le syndrome de Legg. Hein. C'était Lou Olive. Et on a donc le syndrome de Legg, on a le mélas aussi, qui est une pathologie liée à un dysfonctionnement de l'énergétique mitochondriale au niveau des enzymes mitochondriales. Et puis on a aussi des pathologies qui sont finalement des atrophies optiques dominantes, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est une dégénérescence progressive du nerf optique. C'est-à-dire les personnes vont avoir un point noir dans leur champ visuel qui va s'étendre d'année en année jusqu'à perdre la vue. Et on s'est rendu compte que énormément de protéines mitochondriales sont impliquées dans ces pathologies-là. Donc ça, c'est plus de la neuro-ophtalmologie. On a des syndromes plus neurologiques comme la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 2A. Donc là aussi, c'est des maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement à l'heure actuelle, hein, et où les mitochondries sont impliquées notamment par leur capacité de fusionner entre elles. Donc toutes ces maladies, on les mouline sous plusieurs aspects pour découvrir les pathomécanismes, hein, ce qu'on appelle les pathomécanismes, ce qui va déclencher la pathologie, et pour nous donner des pistes de thérapie à développer par rapport à ces maladies. Donc en fait, on a plusieurs approches thérapeutiques. On essaie de développer des thérapies géniques. Donc ça, on en a une qu'on développe actuellement pour un type d'atrophie optique dominante. Hein. Il y a une protéine qui s'appelle OPA1. Et puis, mais bon, voilà, on a la thérapie, on a des preuves de concept que ça peut marcher, mais il va falloir basculer à un moment donné dans l'essai clinique, dans les tests plus poussés. Et là, voilà, c'est tout un chantier à mettre en œuvre avant d'y arriver. Et puis, on a d'autres projets, notamment, il y a un projet stratégique soutenu par l'AFM Téléthon, hein, qui s'appelle Mitodrug. Là, dans le cadre, ça nous concerne. Là, ah oui, là, voilà, on est en plein dans l'AFM. Plein dans l'AFM Téléthon, avec à la coordination de ce projet Mitodrug, Vincent Procasio, hein, qui est dans notre laboratoire. Et puis plusieurs laboratoires. Il y a un laboratoire à Nice, à Bordeaux, à Paris. Il y a aussi à Strasbourg un pharmacologue. Donc il y a plusieurs équipes qui travaillent finalement sur ce projet, qui est du repositionnement thérapeutique. Alors là, on est dans une approche qui potentiellement peut arriver très vite chez le patient, à savoir des médicaments qui sont déjà donnés chez l'humain pour une autre indication qu'une maladie mitochondriale. Et nous, nos travaux, par ce qu'on appelle un screening, hein, c'est-à-dire qu'on va tester plusieurs molécules déjà sur le marché dans des contextes pathologiques, et là, on se rend compte qu'il y a une amélioration. Et donc, en fait, le but de tout ça, c'est d'essayer de faire revenir un médicament où tous les tests toxicologiques, tout ce qui peut être mauvais pour une nouvelle molécule qu'on ne connaît pas, a déjà été fait. Et donc venir plus vite chez le patient et pas attendre 15-20 ans d'avoir un médicament pour eux. Alors, je ne sais pas si tu es avec moi, Sandrine, quand on écoute Olivier, c'est la passion. Il y a des choses que j'ai peut-être pas trop compris, je vais être très honnête avec toi. Hein, sans ça serait trop facile. Oui, il connaît tout, le journaliste, c'est pas vrai. Mais on voit qu'il y a une coordination entre tout le monde. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si tu es marqué comme moi, mais quand on l'écoute, même si je ne comprends pas tout, on est pris. On dit, ils vont trouver, ils cherchent. C'est l'espoir qu'on a, en tout cas, de vous chercher. Justement, on parlait de traitement tout à l'heure, donc certaines maladies qui n'ont pas encore de traitement. Est-ce qu'on a espoir, grâce à la recherche, de trouver, on parlait de la maladie de Charcot, il y en a d'autres, de trouver un traitement qui puisse, à défaut de guérir, au moins améliorer la vie du patient et surtout son espérance de vie? Un soulagement. Donc moi, je pense, voilà, je ne ferais pas de la recherche s'il n'y avait pas cet espoir-là, hein, franchement.
Maintenant, il faut être réaliste aussi que chaque maladie, c'est des années de travail avant d'arriver à une thérapie. Alors, on accélère un peu la cadence. Il y a quand même, avec notamment quand il y a eu le développement de CRISPR-Cas9, qui sont les ciseaux, ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires, qui permettent de modifier l'ADN. Bon, ça a été une révolution qui fait que ça avance plus vite sur certains domaines. Mais là, on voit bien dans les vidéos qui sont présentées lors du Téléthon pour la SMA, cette thérapie génique qui marche. On a des enfants qui remarchent alors qu'ils étaient condamnés. Ils étaient condamnés à 18 mois. Donc c'est un miracle. Mais c'est une pathologie, c'est des années de travail. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on arrivera à faire ça pour toutes les maladies. Mais toutes les maladies, ça veut dire autant de groupes de recherche qui vont travailler sur ces pathologies. Ça demande du temps, ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Ouais. Donc 36-37, on est bien d'accord. 36-37, évidemment, oui. On continue. Et c'est vrai que ça donne de l'espoir. On voyait Eugénie tout à l'heure, lorsqu'on l'a reçue en 2016, elle n'avait aucun espoir de traitement, ne serait-ce que de traitement. Et 1 an plus tard, les chercheurs ont réussi à trouver un traitement dont elle a pu bénéficier et qui lui a permis d'évoluer et de progresser. Tout à fait, ouais. Là, il y a dans le domaine des maladies mitochondriales, où on est vraiment orphelin de traitement pour la plupart de ces maladies. Il y a eu 2 avancées là. Il y a une maladie qui s'appelle le syndrome de Barth, qui est liée à un mauvais métabolisme des lipides, des acides gras, on va dire, de la membrane des mitochondries. Et bien là, il y a une molécule, l'amiprétide, qui vient d'être approuvée par la FDA aux États-Unis, donc un espoir de traitement. Et puis, il y a des maladies où on dit qu'on a une déplétion d'ADN mitochondrial. Dans les mitochondries, on perd l'ADN des mitochondries. Et il y a un gène en particulier TK2, thymidine kinase 2, qui est impliqué. Et là, il y a un traitement qui vient d'être approuvé aussi pour être mis sur le marché. Donc, il y a des avancées. C'est progressif. On espère que ça va s'accélérer la cadence. Mais voilà, c'est au rythme des recherches et des financements. Alors, ça, le financement, c'est important, la recherche aussi. Mais je sens que Sandrine a une question qui la titille. Effectivement, parce que c'est une opération française. La recherche, elle est mondiale, elle est internationale, vous venez de le dire, une molécule qui a été trouvée aux États-Unis. C'est-à-dire que chaque pays travaille dans son coin, mais il y a une mise en commun des résultats de recherche pour faire évoluer la recherche à ce niveau-là, ou est-ce qu'on est encore dans des petites guerres, des concurrences de laboratoires qui ne veulent pas trop partager? On est un peu dans un mix des deux, je dirais. Je dirais que le nerf de la guerre, c'est obtenir des financements pour faire avancer la recherche dans un laboratoire. Donc forcément, il faut qu'on publie rapidement des données, il faut qu'on les publie dans des journaux scientifiques de qualité. Vous savez qu'il y a un système de facteurs d'impact, des journaux comme Cell, Nature, ça c'est le gold, le Graal de ce qu'on aimerait publier, parce que c'est très lu dans la communauté, c'est très cité. En fait, le facteur d'impact dépend des citations des articles scientifiques. Plus un article est cité, plus le facteur d'impact va augmenter. Donc il y a ce jeu de dire je fais des projets intéressants, j'ai des résultats super intéressants et je les valorise de la meilleure manière possible. Et ça, si on est dans cette optique-là, oui, ce sera plus facile d'avoir un financement derrière, parce qu'on aura publié dans des journaux de qualité. C'est un label en fait. Là, tu es à la télé, sur une chaîne du Téléthon, beaucoup de gens te regardent. On parle de financement. J'aimerais bien qu'on mette des chiffres, si c'est possible. C'est quoi ce financement? C'est vrai que c'est abstrait pour nous, la recherche, pour une molécule ou une maladie en particulier. Alors, comme disait un animateur célèbre, combien ça coûte? Alors, c'est difficile à chiffrer, mais ça se coûte en centaines de milliers d'euros, ça c'est sûr. Moi, pour ma part, j'ai un projet qui était financé par l'AFM Téléthon qui s'appelle Dynamio. Donc, j'ai une partie financement consommable qui était de 75 000 euros pour 2 ans. Et on a eu le financement de 2 ans de salaire de postdoctorante pour Claudie Gabillard qui était 150 000 euros. Donc sur ce projet-là, l'AFM a débloqué 225 000 euros sur un projet pour étudier les myopathies liées aux mitochondries, avec des options thérapeutiques qu'on a testées sur des modèles de souris avec ces myopathies. Et donc voilà, rien que ça, 2 ans de travail et obtenir 225 000 euros, c'est juste pour 2 ans de travail et le projet n'est pas fini. Donc des fois, ça se chiffre même aux millions d'euros. Je veux dire, c'est mis bout à bout les années, le salaire des personnes qui travaillent sur un projet, parce qu'on le sous-estime. Mais en fait, quand je vais passer 8 heures dans une journée à travailler sur un projet, mon salaire... Il faut le valoriser. Voilà. Alors c'est vrai, je vais peut-être faire une comparaison qui va peut-être faire bondir certaines personnes. Moi qui suis un petit peu comme Jean-Marie, sur les pourtours du Vendée Globe, on voit les budgets d'un Vendée Globe, ce que ça représente sur 4 ans.
c'est pharaonique. 10, 15, 30, 40 millions d'euros. Alors, tu vois, imagine pour la recherche, il y aurait des sommes comme ça pourrait être pas mal non plus, non? Ah ben, c'est sûr que... Des partenaires privés, ou je ne sais pas, mais... Il y a des pays, des institutions qui investissent plus dans la recherche. En Allemagne, c'est beaucoup le Max Planck Institute, par exemple. Dans les instituts Max Planck, des fois, ils ont un budget à l'année qui est de 1 million d'euros. Bon, ben là, c'est royal parce qu'on peut vraiment envisager plein de choses. On peut envisager des méthodes ou des nouvelles technologies qui sont de pointe. Et qui coûtent cher, c'est-à-dire qu'il y a certaines expériences qu'on ne peut pas se permettre de faire parce que ça va être 2000 € l'échantillon par exemple. Et si on a 30 échantillons, enfin, vous voyez la somme que ça fait. Pour des sommes qui pourraient Ton micro. Voilà. Ton micro, Michel. J'étais tellement bloqué pour des sommes qui sont quand même pas énormes, 2000 €. Oui, Oui, par échantillon, il en faut 30, tu multiplies, ça donc fait... Voilà. Donc au final, on doit jongler entre ce qui est possible de faire avec ce qu'on écrit dans un projet et ce qu'on va pouvoir vraiment faire avec les moyens qu'on a dans le laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on multiplie les demandes de financement à diverses organisations ou associations comme l'AFM Téléthon, avec l'espoir de les avoir, mais des fois on ne les a pas, des fois on a juste un financement, donc il faut faire avec. Et donc on priorise un petit peu quel est le résultat le plus important à mettre en œuvre pour pouvoir continuer. Eh bien, on va aller dans cette direction-là. Il faut prioriser et heureusement qu'on peut compter sur la générosité des Français et sur le fait que beaucoup soient malgré tout touchés par la maladie de près ou de loin, hein, que ce soit un enfant, un parent, un conjoint, peu importe. On va sur le plateau, justement, c'est ça qui est bien. Voilà, et les gens peuvent être touchés de près ou de loin et du coup sont généreux. Pallier un petit peu la défaillance de notre système peut-être français, mais bon voilà, il y a des arbitrages qui sont faits, on ne jugera pas ça, mais c'est vraiment important et c'est comme les Restos du Cœur, on aurait aimé que ça s'arrête parce que d'autres auraient pris le relais. Malheureusement, on doit continuer chaque année et il faut continuer chaque année, c'est essentiel. Je pensais que ça s'arrêterait rapidement. Alors, il y a une dernière question qui me titille, on en a parlé un petit peu hors antenne. La fameuse intelligence artificielle, on en parle, elle inquiète, elle intrigue, mais serait-elle pas un jour utile pour tes recherches, pour ce que vous faites? Alors c'est pour moi évidemment que l'intelligence artificielle va avoir sa place dans la recherche biomédicale, ça c'est indéniable, ne serait-ce que parce qu'en fait on est à une ère où on génère du big data, ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire que par exemple quand on séquence le génome complet d'un individu, pour essayer de trouver une mutation. La personne a une maladie, mais on ne sait pas ce qu'elle a comme mutation. On va séquencer tout son génome. Et ça, c'est quelque chose, déjà, une information énorme. Il y a plus de 30 000 gènes, enfin 20 000 à 30 000 gènes dans le génome. Plus toute l'information qu'on disait avant, on considérait que 2% de l'ADN des chromosomes était de l'ADN intéressant donc, pour les protéines et que 98% c'était de l'ADN poubelle. Ça, on revient là-dessus. Oui. En fait, maintenant, on sait que dans cet ADN poubelle, il y a des régions régulatrices, il y a des choses, il y a des ARN qu'on ne connaissait pas avant, il y a tout un nouveau champ d'investigation qu'on ne connaissait pas. Et donc, vous imaginez bien que quand vous avez 2 fois 3 milliards de lettres à décoder et à analyser, bien d'avoir une aide informatique qui va pouvoir intégrer ça, qui va pouvoir en quelques minutes vous donner une information substantielle sur vraiment ce qui vous intéresse, pour nous, évidemment que ça va être énorme, plus important. Le tout est, comme on le dit, mais pas que pour la recherche biomédicale, c'est le contrôle de cette intelligence artificielle. La maîtrise de l'IA. La maîtrise de l'outil, les bonnes approches pour qu'elle soit à notre service et pas qu'un jour on devienne à son service. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais dire, mais pour moi, je suis convaincu qu'on va en avoir de plus en plus, ne serait-ce que pour analyser le big data. Et justement, vous avez peut-être commencé déjà, parce que pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut lui rentrer de l'info, il faut lui rentrer des données. Vous avez commencé déjà à rentrer de la donnée pour permettre de l'exploiter ensuite, plus tard? Moi, dans mes projets actuels, je ne l'utilise pas trop encore. Par contre, dans l'équipe, on a des projets qui sont en lien avec le service de biochimie de l'hôpital d'Angers, qui est dirigé par Delphine Prunier. Et en fait, elle a des personnes dans son service qui sont dans la bioinformatique, dans l'intelligence artificielle. Notamment, par exemple, c'est pour détecter, alors je vais dire des mots un peu barbares, mais quand on a une analyse sanguine, on fait ce qu'on appelle une électrophorèse plasmatique. Donc en fait, on regarde les protéines qu'il y a dans le plasma sanguin des patients. Et en fait, ça donne un profil avec des pics. Et selon la forme et la hauteur des pics, on peut dire si la personne elle a une inflammation, s'il a une cirrhose, même des fois, s'il y a des anticorps qui circulent, etc. Et là, en fait, ce que font les personnes qui travaillent avec Delphine, c'est
d'enseigner à un modèle, à des réseaux de neurones type intelligence artificielle, voilà, ce pic-là, ça correspond à telle pathologie. Quand il a cette forme, c'est telle pathologie. Et après, en fait, de mouliner avec des images sans a priori pour que le modèle nous donne, est-ce qu'il va détecter vraiment ce qu'un clinicien détecterait? Ouais, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la 3e dimension, là, quand même. Un peu Non, mais extraterrestre. Non, c'est Disons- l'avenir, il ne faut pas en avoir peur parce que ça peut parfois être quand même très très utile Bien sûr. et permettre d'aller beaucoup plus vite Oui. dans les recherches en fait, Oui, pour éviter de regarder à la main ou en tout cas voilà, feuille là, par l'idée- feuillet. Des heures Voilà, et des heures qu'on n'arrivera jamais. L'idée, c'est un petit peu entre guillemets, de prémâcher un travail qui, de toute façon, va être validé par un clinicien. On ne va pas laisser un ordinateur décider est-ce que c'est telle ou telle pathologie. Mais en attendant, ça permet d'avoir une première vision qui sera fine, hein, je pense, parce que quand le modèle aura étudié des milliers d'images d'électrophorèse plasmatique, ben, il va être de plus en plus fin dans la détection des pathologies. Et après, le clinicien va regarder les pics en question et dire « Ah oui, je valide ». Et je dis vraiment c'est cette pathologie. Donc pour moi, oui, effectivement, on va avoir de plus en plus de ce type d'approche, mais qu'il va falloir savoir bien maîtriser. Voilà. Alors Sandrine, ce matin, tu n'étais pas à nos côtés. On a une information, je vais te donner. Parce que notre ami, là, très modeste, a beaucoup d'humilité. En janvier, il va diriger une équipe de combien de personnes? 50 à 60. 50-60 personnes. Tu vois un peu ce que ça va donner. Il y a du monde, ça fait du monde. Je crois qu'on lui... Mais notre directeur, Guy Lénars, notre directeur actuel, Oui. restera le directeur d'unité. Donc il y aura sa bienveillance et son compagnonnage, on va dire, dans De toute cette façon, nouvelle tu as aventure. quand même carte blanche pratiquement là. Oui, mais voilà, c'est aussi en concertation avec mes collègues. Moi, je suis pas pour le chef dictatorial, c'est pas ma philosophie. Moi, j'ai des collègues hyper brillants et je vais m'appuyer aussi sur eux pour Ouais. qu'on fasse quelque chose qui avance. L'union fait la force. Voilà, quoi. l'union Bon. fait la force. Ouais. Bah, tu vois, Sandrine, hein, on a quand même un beau plateau ici. Hein, Eh bien oui, on a la chance de voir des invités variés. Et d'ailleurs, merci beaucoup Olivier. On vous reverra pour un petit set musical tout à l'heure, je Ah crois. bah, si vous voulez. Ah oui, on oui, fera- on va pas le laisser comme ça. On Oh fera là un là. petit set musical. Donc, on vous rappelle le 3637 et Internet, évidemment, pour pouvoir faire des promesses de dons.